Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle construction de chalets en bois et souveraineté numérique. Non, alors trêve de plaisanterie, aujourd'hui Lifetile ne va pas vous parler de chalets en bois, Christophe. Non, tu es d'accord hein? Ouais, pourquoi tu parles de ça? Je sais pas du tout, private joke pour ceux qui auraient pu suivre certaines informations sur les internets. Ah, ils sont très peu. Non, nous allons vous parler, comme nous l'avions fait il y a un mois, de la sécurisation, alors la sécurisation ou même la réappropriation de nos données personnelles, comment faire en sorte d'être autonome dans notre vie numérique et essayer de se passer au maximum des outils grand public, alors des GAFAM, pourquoi pas, mais en tout cas essayer d'améliorer notre souveraineté numérique personnelle afin de disposer comme bon nous semble de nos données personnelles à nous. Voilà, donc pour ce soir, pour m'accompagner, j'ai Christophe qui est là, vous l'aviez entendu, bonsoir Christophe. Oui, bonjour, bonsoir. Ça fait plaisir de te entendre. Ah ouais. Et à côté de toi, depuis la Suisse, nous avons Patrick qui est là. Et bonjour, bonsoir. Salut Patrick. Salut. Notre camarade Florian est excusé pour cause de surcharge de travail. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de continuer la suite de l'épisode du mois dernier où l'on vous a parlé souveraineté numérique à partir des documentaires, Christophe, que tu avais visionnés et dont tu nous avais parlé. Tu avais commencé à nous parler de ton utilisation du NAS de chez Synology. Moi, je t'avais confirmé que je faisais une majorité des choses un petit peu comme toi sur le mien. Bon, sauf que toi, tu as un appareil qui est un peu plus récent et donc qui permet de nouvelles fonctionnalités. Et tu as, pendant un mois, un petit peu amélioré, poussé ton utilisation de ce NAS, ce qui t'a permis d'aller un petit peu plus loin, et donc tu proposais de nous faire un retour là-dessus pour montrer ce que tu avais pu faire et peut-être aussi nous présenter ce qui est plus difficile à réaliser, peut-être là où il y a besoin d'un coup de main. Ouais, donc en fait, bon, c'est pas pro, on n'est pas sponsorisé malheureusement par Synology ou autre, mais c'est les produits que j'ai. Non, mais je voudrais bien, moi. Oui, tout à fait, mais c'est moi ce que j'utilise depuis longtemps. D'ailleurs, c'était peut-être un de tes conseils il y a très très longtemps. Ouais, mais c'était déjà moi conseillé quand j'ai acheté le mien il y a 10-12 ans. Voilà. C'était vraiment déjà une marque qui avait super bonne réputation et c'est vrai que si on en a parlé, je n'ai pu que te le conseiller. Donc moi j'ai deux Synology, mon ancien qui est chez mes parents maintenant et un chez moi. L'avantage c'est que tous deux nous sommes en fibre parce que je pense que sans ça c'est un peu difficile si on n'est pas encore ou si on n'a pas la chance encore d'être raccordé à la fibre. Ça veut dire donc qu'avant j'étais en 4 mégabits seconde. Vous imaginez que de passer de 4 mégabits seconde à 980, je profite maintenant de mes outils. Alors, tu m'étonnes. Ouais, donc ça du coup ça a changé ma vie parce que je peux maintenant gérer les outils de mon Synology. Par exemple, la première chose, c'est le DS Audio, le Disk Manager Audio, qui est une application qui me permet d'écouter toutes mes musiques. Alors, par rapport à avant, j'y gagne. Si vous voulez, moi j'ai toujours aimé Groove depuis Windows 10 et puis sur mon Windows Phone. Le seul problème, c'est que mes playlists, en fait, parfois, je devais les reconstruire. Ils les mémorisaient pas. J'avais des petits soucis là-dessus, ça m'embêtait. Depuis la fin de Windows Phone, maintenant, sur mon téléphone, j'avais pas toutes mes musiques. Avec mon câble USB, je reprenais, je mettais mes musiques, je refaisais mes playlists. Et tu faisais comme ça encore? Ouais, j'ai utilisé Play Music de Google, mais si vous voulez, j'ai quand même une dent contre les GAFA. C'est parce que les données, j'aime pas trop parce que, comme on l'a expliqué, je vous invite vraiment à écouter l'épisode d'avant. Et j'aime pas trop. Donc, parce que si vous voulez, on l'a dit, qu'est-ce que tu écoutes, quand tu l'écoutes, combien de fois tu l'écoutes, etc., etc. Et là, du coup, avec DS Synology, depuis mon PC, quand je suis dans mon, je sais pas comment on appelle ça, dans mon bureau Synology, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs.
L'écran d'accueil, en fait, quand vous arrivez, ça lance un écran où il y a vos icônes d'applications préférées que vous avez pu déposer. De Synology, j'en sais rien. Ton bureau, je pense que c'est le bureau. Je pense qu'un bureau, c'est une bonne analogie. Ouais. C'est ça, donc en fait, du coup, dedans, j'ai mon application, j'ai recréé mes playlists, il voit tout ce que j'avais, parce que j'avais déjà toutes mes musiques à l'intérieur. Et mon groupe était connecté dessus auparavant. Il est toujours, mais je l'utilise plus. Et donc là, avec mon application DS Audio sur mon smartphone, je retrouve tous mes playlists. J'utilise la même chose, je suis au même endroit. Et que je sois loin, parce que quand je vais ailleurs et tout, n'importe où, ça marche super bien, parce que ici, déjà, j'ai la fibre, donc j'ai accès très rapidement à mes données. Et ça, c'est vraiment top. C'est une expérience que j'adore. Et j'en suis super content. Alors attention, maintenant, je suis super content du système. Maintenant, j'attendrai beaucoup d'évolution de DS Synology, que ce soit l'application bureau ou l'application smartphone. Il y a des petits trucs qui me gênent à force. C'est comme tout le monde. À force d'utiliser un logiciel, vous voyez ses limites et puis vous avez envie d'aller plus loin. Bon, il y a des petits trucs que j'aurais pas fait comme ça en tant que développeur. Mais bon, il y a de temps en temps des mises à jour. Donc ça, c'est sympa. Autre chose... J'ai une petite question, Christophe, juste au niveau sécurité sur ces applications. Après que ce soit DS Audio, DS Vidéo ou le reste, est-ce que le HTTPS est bien géré maintenant? Parce qu'à une époque, le HTTPS était dans les choux. Automatiquement, en fait, mais ça, Patrick pourra peut-être plus nous en parler s'il connaît, mais on est en HTTPS et on peut... D'accord. Alors, il y a des tutos, il y a beaucoup de tutos Synology sur YouTube, quand même, ça, c'est heureusement parce que parfois... En français ou en anglais? En anglais, parce que ils attendent peut-être que Patrick fasse des tutos en français. Je sais pas. Mais c'est non, pas bête, ça. Moi, je serais pas surpris qu'on trouve des communautés francophones au niveau des Synology. Après, bon, ça dépend des questions, mais je rappelle quand même que nous avons notre propre Slack. Et s'il y a des questions, des demandes de conseils ou quelque chose dans le genre pour l'utilisation d'un NAS et de ses services, je pense que ça peut déjà servir de bonne entrée en matière, peut-être. D'un autre côté... Mais oui, Patrick, tu as tout à fait raison. Dans Synology, dans le bureau, vous avez un centre d'assistance. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà utilisé. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que vous achetez un Synology, vous prenez des disques durs, des bons disques durs, mais après, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu à faire, quand j'ai dû relier... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 Synology. Toutes les nuits, j'ai différents backups, sauvegardes, de mes données, de mes applications, de mon Synology de travail vers mon ancien Synology qui a les disques durs équivalents. Et j'avais des difficultés de connexion entre les deux, entre les ouvertures de tel port, les firewalls et compagnie. J'ai donné accès à Synology, les gars de chez eux où on discutait en français. Donc je leur ai donné un accès. Alors c'est très très bien foutu. Alors je sais pas si c'est anonymisé. J'entends par anonymisé, c'est comme dans une base de données. Si vous récupérez une base de données d'un client, si c'est bien un bon logiciel, les données peuvent être anonymisées si vous en prenez une copie. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit marqué je sais pas, au pif Christophe Peunier, ça sera marqué blabla blabla. D'accord, toutes les données sont là, mais les noms existants sont mis de manière... Elles sont chiffrées et tu peux pas les lire. Ouais, voilà, ça va être des noms bidons ou autre chose, d'accord. Donc là, ils avaient accès à mon compte de manière temporaire. Ils ont le petit programme d'assistance est extrêmement bien foutu, mais sans ça, j'étais pas capable. Et puis c'était gratuit, j'ai rien payé. Ils ont débloqué ce qu'il fallait. Et puis après, merci, au revoir. Et puis voilà, quoi. Donc il y avait une sorte de token, de jeton d'incidence que j'avais avec eux. Et franchement, chapeau bas, quoi. N'oublions pas qu'il y a un système d'antivirus. Faut pas hésiter à les appeler, à les contacter. Pardon ? Je dis, il ne faut pas hésiter à les appeler ou à les contacter par mail ou par l'outil de support. Dans les 24 heures, c'était réglé. Donc franchement, c'est vraiment, j'en suis extrêmement satisfait. Alors, je reprends un peu. Donc là, au DS Audio, c'était vraiment chouette. Allez, je vais partir sur un truc négatif. Le DS Vidéo. C'est pour lire vos vidéos. Alors attention, non, il va répertorier toutes vos vidéos que vous avez, tous vos films que vous avez sur tous vos films familiales, bien évidemment, sur votre disque. Et en fait, il va par contre vous proposer de le lire via une autre application que vous possédez, par exemple VLC ou une autre application de votre smartphone. Là, j'en suis pas satisfait parce que ça ramait, ça marchait pas. J'ai jamais pu lire une vidéo. Moi, ça me lançait VLC et ça cherchait comme si j'étais en 4 mégabits seconde, quoi. Il dit, tiens, attends, c'est pas du tout YouTube, Voilà.
Il y a aucun cache qui marche, je sais pas comment ça marche, ça merde. Enfin, à mon utilisation... C'est peut-être parce qu'il y a aussi un autre système, Christophe, pour la vidéo. Certainement. Ah, mais je te le dis. Lequel ? T'as un système, en fait, de serveurs vidéo qui existe aussi. Et DS Vidéo, c'est vrai que ça va... Alors tu peux consulter certaines vidéos, mais c'est assez chiant. En tout cas, c'est pas très beau et c'est pas très intéressant. Mais tu as le système de serveur vidéo, de serveur multimédia, qui lorsque lui tu l'actives, va pouvoir te streamer vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, ta musique ou tes vidéos comme tu veux. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Quand tu vas par exemple avoir une télé connectée ou une console, tu vas pouvoir accéder à ce lecteur multimédia à distance qui va t'envoyer les flux vidéo. C'est l'application serveur multimédia ? Je sais pas, en fait, comme ça, il y en a une là, avec un logo d'une vidéo. C'est possible, moi si tu veux, je l'ai activé la première semaine où j'ai eu mon NAS. D'accord. Donc ça commence à dater depuis pouf. Bah il est là, il est installé mais je l'ai pas utilisé, donc écoute, je regarderai ça parce que justement c'était le point noir pour moi, je n'arrivais pas. Donc ça tombe bien, tu vois, il y a toujours une solution. Alors du coup, oui. Mais je ne sais pas si du coup il y a, bon bref, faudra que je cherche depuis maintenant mon smartphone au cas où. Enfin, il y a DS Photo que vous connaissez. Donc là, c'est très très chouette quand même parce que on peut dire sur le smartphone, toutes mes photos, comme vous connaissiez avec Dropbox, OneDrive et compagnie. Eh bien, vous pouvez dire, dès que je prends une photo, tu fais un backup automatique vers, que ce soit en Wi-Fi, connecté ou pas connecté, sur ton NAS. Vers mon NAS automatiquement, et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, je peux déjà remplacer une partie de OneDrive et ou de Dropbox parce que j'ai les deux gros comptes de ça. Donc ça, c'est bien, c'est super. Et petit ajout, une fois que tu as installé ça, tu rajoutes Synology Moments. Alors justement, et là, il va t'afficher tes photos d'une très très jolie manière, par date, par album, enfin bref, une présentation beaucoup plus chouette que ne l'est un simple logiciel DS Photo de base. Alors ouais, ça va encore plus loin. Mais moi je veux râler après toi, Patrick, parce que mon NAS, moi, il a plus de 10 ans et il ne peut pas gérer Moments. C'est vrai ? Voilà, il est trop vieux. C'est le moment de changer. Il est trop vieux. J'ai regardé sur les spécifications. C'est le moment de changer, Guillaume. Voilà, donc il va falloir que vous m'offriez un nouveau NAS. Alors DS Moment, il est équipé d'une intelligence artificielle. Il va vraiment plus loin. DS Photo, vous rangez. Disons que c'est un explorateur de photos où vous créez des dossiers. C'est un album photo, un gestionnaire d'albums photo en ligne. Voilà, mais vous imaginez-vous que c'est des dossiers, vous rangez tout dedans, c'est nickel, c'est bien, c'est propre, c'est pas mal. Donc depuis votre PC, vous le voyez, vous avez un dossier photo tout simplement où vous rangez comme vous voulez. Mais si vous allez sur votre bureau Synology, là vous avez une application où c'est fait comme là on peut parler de gestionnaire, il n'y a plus de notion de dossier comme on le voit sur PC ou Mac ou ce que vous voulez. Mais ça marche bien. Alors dès à ce moment c'est amazing pour moi. Donc c'est complémentaire. Comme le disait Patrick, c'est vraiment mieux. On retrouve en fait tout ce qui est dans OneDrive. Alors les autres l'ont aussi certainement, mais je connais pas. Dans OneDrive, c'est une copie de OneDrive, je dirais, parce que vous allez voir vos photos sur une frise chronologique verticale, du haut en bas, mais surtout il y a une partie album. Il y a 3 onglets: photos, album et for you. For you, on verra ce que c'est après. Album, ce qui est énorme, et c'est là qu'il y a l'intelligence artificielle, c'est qu'il va reconnaître toutes vos photos. C'est-à-dire que là, moi, je vais aller sur une personne, et les personnes, je vais voir un trombinoscope monstrueux, où je vais voir toutes les photos de ma belle-maman chérie, de des amis, je vais cliquer sur la photo de mon oncle, boum, j'ai toutes les photos, il y avait mon oncle. Et parfois, il trouve pas, parce que il dit c'est qui? Alors je lui dis je dis c'est telle personne, tiens c'est Michel, et boum, ok. Et après il va en fait on enrichit son intelligence parce que Michel jeune et Michel vieux c'est pas forcément le même, mais c'est bluffant. C'est impressionnant quoi. C'est vraiment ce qu'on a sur OneDrive. Vous connaissez sur OneDrive, ça existe. Et plus que ça, vous avez aussi des sujets. Oui. Alors les sujets, il va classer ça comme les chiens, les chats, la nourriture et les boissons, les oiseaux, les poissons. Là, je lis ce que j'ai sous mes yeux. Nourriture italienne, dessert, pique-nique, mariage, cérémonie, dîner, Noël. Et c'est vraiment ça.
Enfin, il y a aussi les lieux. Alors là, si je lis les lieux, j'ai Lens, j'ai Sarlat, j'ai qu'est-ce que c'est que ça, Montigny, Lille, Bourg-Saint-Maurice, Colmar, etc., etc. Tous les lieux où il y a retrouvé ça. Bon, ça, je trouve que c'est le truc le plus con parce que c'est marqué sur les photos. Alors Christophe, oui, c'est ça que je voulais te demander. Pour les lieux, il reconnaît les paysages ou est-ce qu'il utilise les données EXIF qui sont dans les photos? Je crois. Écoutez, il y a des photos. Elle devrait être prise à Xonru-Longemer et il m'a mis Saint-Dié des Vosges. Alors que le tag, alors je vais aller dessus tout de suite en temps réel. C'est marqué Xonru-Longemer. Alors en fait, je pense qu'il utilise la coordonnée géographique, mais il la prend un peu trop large, je pense. D'accord, ok. Donc il pourrait être plus intelligent que ça. Ouais, enfin c'est déjà pas mal quand même pour l'utilisation qu'on en a, c'est pas non plus la fonction... C'est plus gadget quand même. Ça tout à fait, ouais. Et après il y a une zone d'identification, je l'ai pas bien compris parce que là je vois Autriche, je vois EBLM, je vois jardin, je vois trampoline, je vois fleurs, je vois mer, je vois jardin. Bon, c'est assez, je sais pas à quoi ça sert, mais bon après vous pouvez créer des albums partagés et ou publics. Et après il y a For You qui n'a pas été traduit, où là, il va vous dire, il va sélectionner les plus belles photos de manière, alors je vais dire, je sais pas si c'est ça, mais moi je le vois comme ça, artistique. Déjà, c'est un truc bluffant. C'est vrai que c'est les plus belles photos que j'ai. Et après il me dit, tiens, je t'ai mis un effet. Regarde ce que t'en penses. C'est-à-dire qu'un effet où il va accentuer ou faire que la photo soit plus jolie. Et c'est ça. Puis après il y a toute une zone de photos similaires où il va vous dire, tiens, cette photo-là, il y a une similitude avec celle-là, celle-là, celle-là. Je sais pas à quoi ça sert, mais ouais, c'est des photos similaires. Je suis super content d'avoir vu ça, mais l'intérêt, là, je vois pas trop pour moi. C'est peut-être pour t'aider à chercher les doublons, après? Peut-être, je sais pas exactement, mais c'est vraiment chouette. Franchement, cette expérience-là que j'ai avec Synology, c'est super. C'est vraiment super. Mes photos, maintenant, sont chez moi, pas ailleurs. Mes musiques, mes vidéos, enfin, tout le multimédia, c'est bien. Et une dernière chose, c'est Synology DS. Maintenant, ça s'appelle disque et non plus synchronisation. Ça s'appelle Drive. Voilà, Synology Drive. Et ça, c'est vraiment bien. En gros, c'est la partie fichier cette fois-ci. Si vous voulez, c'est ton OneDrive de base, quoi. C'est mon OneDrive de base, sachant qu'il existe aussi un OneNote de base, puisqu'il y a aussi chez Synology en fait toute une sorte de suite bureautique qui existe, mais je l'utilise pas encore. Là, j'ai vraiment je pense que pour battre Office, faut être costaud quand même. C'est ça. Bon. Je pense, alors je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est un projet qui doit être basé à partir de LibreOffice ou d'OpenOffice. Je pense pas qu'ils aient redéveloppé eux-mêmes une suite bureautique pour le Drive. C'est pas possible. Note Station. En tout cas, moi j'ai des clients qui utilisent ce système, donc Synology Office, pour gérer des documents Excel par exemple en ligne, collaboratifs, lorsqu'il s'agit de l'utiliser à plusieurs. D'accord. Ouais, donc ça c'est quand même une bonne chose que tu précises quand même, Patrick. C'est que ça fait comme chez Microsoft Office, on peut utiliser les documents en collaboration à plusieurs en ligne. Ah, c'est fait de base, c'est non seulement fait pour utiliser en ligne, mais tout ce que tu fais entre guillemets en ligne est stocké sur ton Synology. Ah oui, logique, mais c'est fait exprès. Voilà, exactement. Ah ouais. Non, c'est donc, vraiment sympa, quoi. Ils ont le Synology Office, ça existe, le Synology Calendar. Il y a aussi un Virtual Machine Manager. En fait, là, je suis dans mon centre de paquets, donc mon store. On peut aller énormément plus loin. Là, après, Patrick, tu pourras y aller, mais on peut faire un site web. On a PHP ManaAdmin, on a Python, on a les versions de PHP. Toutes les bases de données. On a plein de bases de données. Bon, il y a aussi TeamViewer, mais je suis pas forcément fan d'eux. Il y a aussi Plex Media Server pour les vidéos. Il y a aussi WordPress. Tu dois voir Joomla. En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que vous avez le store qui est séparé en deux parties. Vous avez une partie qui est gérée à 100% par Synology. Donc, ce sont des applications et des services qui sont fabriqués par Synology ou en tout cas distribués sous le nom de Synology. Et vous avez une deuxième partie du store, comme tu en as cité déjà de nombreux exemples, qui sont des applications
en paquet Synology, mais qui ne dépendent pas de Synology. Comme vous aviez, tu parlais de WordPress, de PHP, de MySQL, de PHP-MyAdmin, tout ça. C'est pas Synology qui l'édite, qui le maintient, mais en tout cas, ce sont des paquets directement installables sur votre serveur Synology. Pour les développeurs, il y a quasiment tout. Il y a Git Server, il y a Docker, il y a beaucoup de choses vraiment sympas. Il y a GitLab. On peut vraiment, je dirais, être autonome dans de nombreux métiers. Ça répond à vraiment beaucoup de besoins. Et vous restez le patron finalement. C'est ça qui est chouette. On reste le patron. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont une petite connexion, je crois que j'en avais parlé à l'épisode Freetail numéro 1, mais pour ceux qui ont une petite connexion, quand vous voulez tester un site internet, ça peut être vachement sympa de tout tester en local sur votre NAS qui va vraiment vous simuler un vrai site web. Vous n'allez pas être dépendant de quelque chose. Là, vous vous connectez à votre serveur qui a un site web qui fonctionne. Donc, vous pouvez vraiment tout tester en local. Et vous n'avez plus qu'à envoyer la version ensuite de production sur un serveur adapté à vos besoins. Mais là, vous serez tranquille après. Mais vraiment, ça, c'est quand même un truc qui est super pratique, je trouve. Ah ouais, c'est extrêmement puissant. Et voilà, quoi, on a rien à dire là-dessus, quoi. Voilà mon petit retour d'expérience, quoi. Maintenant, le côté sécurité des choses, là, j'ai eu plus de difficultés parce que c'est pas trop mon dada, tous ces trucs-là, quoi. Tu sais, les DNS, les machins. C'est très riche, c'est bien foutu, les interfaces sont claires, mais il peut y avoir beaucoup de choses. Donc là, après, c'est un peu plus sportif. Oui, mais il faut y aller petit à petit et se noter tout ce qu'on fait pour pouvoir y revenir et modifier, réparer les bêtises. Patrick, est-ce qu'on peut compter sur toi pour un petit peu revenir sur la mise en place des principaux outils liés on va dire, à tout ce qui est connecté sur le NAS? Peut-être ce que tu peux avoir l'habitude, toi, de faire dans ton activité pro? Alors, à l'origine, la configuration initiale, grâce à ce genre de device, elle s'est considérablement simplifiée, puisque je vais essayer de pas être trop technique, mais à une époque pas si lointaine, lorsqu'on voulait un service hébergé à la maison, donc qui se trouvait être souvent essentiellement basé sur des serveurs, il fallait souvent avoir ce qu'on appelle une IP fixe. L'adresse IP, c'est la suite de nombres séparés par un point qui permet d'identifier votre ordinateur sur le réseau. Elle est unique, enfin il y en a en principe une par machine, ou plutôt par connexion si vous voulez, et en tapant cette adresse IP depuis l'extérieur, ça vous permettait d'accéder à vos serveurs. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une grande majorité de connexions Internet, la vôtre, la mienne, etc., se font en DHCP, c'est-à-dire que l'adresse IP, non seulement elle est déterminée de façon aléatoire, mais elle peut tout à fait changer. Et donc, il y a certains services qu'on appelle de DNS dynamique qui permettaient de s'adapter à ce changement, mais autant vous dire tout de suite, c'était quasiment une mission impossible. Moi, je me souviens il y a très longtemps, quand j'étais jeune et bidouilleur, n'est-ce pas, ou que je testais quelques serveurs avant-hier, on va dire plutôt. Et quand j'avais mis en place des petits serveurs Linux et compagnie, j'avais dû souscrire à un petit supplément à ma connexion Internet afin d'obtenir cette adresse IP fixe. Bref, aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, puisque Synology met à disposition de tous ses clients de NAS un service qu'on appelle Quick Connect, ce qui est tout simplement la génération d'un lien, d'une URL, dont la fin est personnalisée et qui vous permettra à travers ce lien de configurer ces nouveaux services et d'y avoir accès en permanence sans vous soucier de la façon dont est gérée votre connexion Internet. Tout simplement. Donc à partir du moment où il y a un truc qui est assez marrant avec Quick Connect, Patrick, je sais pas si tu as remarqué, quand tu es sur ton réseau local et que tu tapes l'adresse Quick Connect, l'adresse est résolue avec l'adresse réseau local, alors que si tu es en dehors du réseau local, elle est résolue avec une adresse IP classique et une adresse IP publique et pas une adresse IP privée. Et j'ai trouvé ça assez pratique. Et surtout beaucoup plus rapide, effectivement. Ah ben donc oui, ça, c'est vrai que c'est un gros avantage, parce que il est clair que quand tu es à la maison à côté du NAS, on s'imagine pas qu'on va devoir sortir sur Internet et re-rentrer de nouveau sur le NAS. Donc ça, c'est clair. Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est bien pour configurer les applications.
c'est bien pour soit configurer toujours chaque fonctionnelle. service que tu vas mettre sur ton NAS, en fait, tout simplement. Oui, Donc, mais c'est quand je clair parlais que des là, applications de téléphone, tu sais, comme Oui, Christophe oui, qui c'est voulait juste. écouter sa musique, retrouver ses photos, comme ça tu mets juste l'adresse en Quick Connect et comme ça t'es tranquille tout le temps, que tu sois chez toi ou en dehors de Voilà. chez toi. D'autant plus que c'est un lien unique. À travers un seul lien, vous pouvez accéder aux d'autant plus que différents c'est un lien services unique. du NAS, puisque ce lien est générique, mais à partir du moment où vous rentrez dans le NAS, c'est lui qui va automatiquement identifier la partie du NAS auquel vous voulez accéder. Alors après, il y a peut-être un truc aussi, c'est qu'on passe par un service Synology. Et on parlait tout à l'heure de quand même d'être complètement autonome. Là, on se crée quand même un intermédiaire. Après, bon, c'est je voulais le rappeler. Tout à fait. Moi, j'appellerais plutôt ça une passerelle. Ouais, une Si tu passerelle. veux. Mais Et une passerelle, de mon point de vue, c'est un petit peu moins, on va dire, dangereux que... Ah, tout à fait. Après, c'est qu'on fait confiance à Synology. Voilà. Mais je te laisse reprendre, Patrick. Non, mais écoute, Désolé. je pense que en fait, c'est assez simple. Quoi. Je veux dire, c'est que tout est basé là-dessus. À partir du moment où vous avez créé votre Quick Connect, après le reste va découler de cette configuration-là. C'est-à-dire que tous les services que vous allez implémenter, pour lesquels vous avez installé l'application cliente sur vos ordinateurs ou sur vos smartphones ou sur vos tablettes, si vous voulez, eh bien, va se baser sur ce lien afin d'accéder à ces données. En fin de compte, c'est vrai que c'est ça le côté chouette de la chose, c'est que on n'a pas en dire des caisses, il n'y en a pas pour des heures à expliquer. C'est on génère son Quick Connect et à partir de là, tout ce qu'on va installer dessus va découler de cette connexion-là unique. Et puis après, bon, bien évidemment, après pour le reste, c'est pas différent d'un ordinateur, c'est-à-dire que tout est basé en fait sur les comptes utilisateurs, tout simplement. Vous allez créer un ou plusieurs comptes utilisateurs qui va vous authentifier les autres personnes, et sur cette base-là que va commencer le partage et puis les synchronisations. Je sais pas, je vais en parler maintenant quand même parce que là, d'un coup, il y a un truc qui m'est revenu. Vas-y, Patrick. En mémoire, et je voulais vraiment en parler, c'est vraiment la fonction qui tue, parce que je l'ai testé en profondeur, et donc c'est un service aujourd'hui qu'on propose à nos clients, mais à travers nos NAS à nous, c'est Active Backup, notamment Active Backup for Business. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'un petit... Alors, vous activez le service sur votre NAS, ensuite vous installez un plugin sur votre ordinateur et il va sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur. Et quand je dis intégralité, c'est le moindre bit de votre stockage. D'une part. Et la mais comment je fais, gâteau, moi j'ai 4 Tera sur mon ordinateur et j'ai que 3 Tera sur mon NAS. faut que tu augmentes ton NAS. Faut que tu augmentes ton NAS. Ah ouais, mais je peux pas, je suis maximum, il est trop vieux. Ah, dommage, bah, tu t'en achètes à nouveau, quand tu auras la fibre. Non, ce que je veux dire par là, ce qui est impressionnant, parce que, à la limite, on pourrait se dire, bon, une sauvegarde, tout le monde le fait. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est la restauration. C'est-à-dire que tu Comment ça se passe ? Restaurer, ça se passe très simplement. C'est que donc, quand tu as mis en place ta sauvegarde, le petit module, si tu veux, le petit module qui te sauvegarde te sert aussi à faire une clé USB bootable. Oh, d'accord ? Cette clé USB bootable, tu bootes dessus, te permet, de te connecter à ton Synology, de prendre la sauvegarde qui t'intéresse selon la date, et de restaurer intégralement ton ordinateur, OS, applications et données comprises. Et ça marche vraiment top. Je veux dire, c'est quand t'as planté ta machine que tu fais ça, tu repars, tu mets ta clé, ça fait son bazar et pouf, c'est comme si t'avais eu aucun problème. J'ai fait un test. Alors, moi j'étais en Ethernet bien sûr, parce qu'après il faut voir comment ils gèrent les cartes réseau dans les détails. Hein, mais en gros, j'avais mon ordinateur de bureau en Ethernet, je l'ai sauvegardé. D'accord ? Je l'ai sauvegardé intégralement. Après, j'ai rebooté mon ordinateur sur une clé d'installation Windows 10 pour supprimer toutes les partitions. Donc je n'avais plus rien dans mon disque dur. Ok, t'as vraiment... Oui, non mais si testé. tu veux, pour pouvoir proposer ce service aux clients, on a fait vraiment des tests, vraiment de très gros crash tests. D'ailleurs, j'en étais chargé. Ouais, c'est top. Donc j'ai supprimé toutes les partitions, simulé genre un disque dur qui crache et que tu remplaces. Et ensuite, après, j'ai éteint l'ordi, j'ai booté
sur la clé Synology et j'ai restauré l'intégralité de mon ordinateur et j'ai pu rebooter dessus comme s'il ne s'était jamais rien passé. Oui, mais le taux de compression, il y en a un parce qu'effectivement, il faut des sacrés disques durs. Là, il faut au moins que tu aies 2 fois 12 Tera ou 2 fois 10 Tera. Alors, je vais peut-être préciser qu'au sein de ma société, on a des NAS Synology de type rack. Ah. Donc, c'est des petits monstres. Ah oui. Mais, encore une fois, mais effectivement, si tu veux faire ça chez toi à la maison, c'est clair qu'il faut avoir un disque un stockage un peu plus conséquent. Il m'est arrivé de changer chez mes parents les disques durs, donc et là il était bien indiqué de changer les deux. Je peux le comprendre, même s'il y en a un qui foire. Donc je les ai changés un à la fois, le temps qu'ils refassent les miroirs, enfin les images, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Vous savez, il y a si vous avez 2 disques durs de 2 Tera, en fait vous n'avez que 2 Tera de données. Hein. C'est 2 disques durs dans votre Synology pour une sécurité physique locale. Donc j'en ai mis un, puis j'ai attendu une semaine comme ça tranquille, et après j'ai changé l'autre parce que j'avais une alerte comme quoi il y avait un truc défectueux. Mais actuellement, pourrais-je, par exemple, c'est 2 fois 2 Tera, donc en tout j'en ai 4, 2 chez moi, 2 chez mes parents. Est-ce que je pourrais tiens, je vais passer à 2 fois 8 Tera chez mes parents et chez moi. Est-ce que je peux le faire? Alors, théoriquement, là, oui, tu peux le faire. Considération très technique, mais moi je dirais que tu pourrais jouer peut-être sur les volumes. C'est-à-dire que là, on mais parle... si, c'est assez simple. Hein. Dans la configuration moi, je l'ai fait. NAS, tu l'as fait, ok, d'accord. Mais tu peux créer... Oui, moi je l'ai fait quand j'ai acheté mon NAS, j'ai pris 2 disques de 1 Tera. Ouais. Et un jour, j'ai eu un disque qui a eu un problème, et le NAS me signalait effectivement de les changer. Mon NAS pouvant monter à 3 Tera par disque, j'ai pris des 3 Tera. Et ce que j'ai fait, j'ai laissé un disque 1 Tera, j'ai mis mon 3 Tera, il m'a copié tout le 1 Tera sur le 3 Tera, j'ai été à mon NAS, j'ai enlevé le 1 Tera, j'ai mis le deuxième 3 Tera, il a dupliqué le 3 Tera, le premier 3 Tera sur le deuxième, et c'était fini, j'étais monté de 1 à 3 Tera. Donc, alors ça m'a pris une journée. Oui. T'es sûr qu'il faut l'éteindre? Voilà. Oui, donc dans ce sens-là, c'est correct. Non mais Guillaume, t'es sûr qu'il fallait l'éteindre? Moi j'ai fait ça à chaud. Oui, pour enlever. Oui, moi si tu veux, c'est pas un raccable. Ça marche pas à chaud? Ah non, il a raison. Non, parce que moi je suis obligé d'enlever la carcasse. Qui a raison? Guillaume. Ah Guillaume, t'es obligé de l'éteindre, tu peux pas... Ah d'accord, ok. Oui, les moi, nôtres on est obligé de les éteindre parce que si tu veux... alors dans l'absolu peut-être, mais bon ça prend quoi? Ça prend 2 minutes de l'éteindre et de le rallumer. Donc, bon. Correction. Mon ancien DS 215, j'ai dû l'éteindre parce que c'est les vis du disque dur clac, donc à l'ancienne. Et là, le DS 218, maintenant il est ancien, mais il existe toujours. Là, par contre, c'est des racks. Je viens d'aller vérifier, excusez-moi. Donc lui, je peux le faire allumer, j'enlève le rack. Dans le rack, c'est les petites vis, mais il tourne toujours. Et pouf, je remets après un disque. Donc voilà. Donc maintenant, je pense que tous les DS, ils sont passés en rack avec un peu de chance. Peut-être pas. Tu sais, toi, c'est un noir. Il est pas blanc. Alors, le DS 218 Plus, c'est un noir, et mon ancien chez mes parents, c'était un blanc. Ouais, mais je pense que c'est ça, la gamme des blanches, c'est la version plutôt grand public. D'accord. C'est plutôt. Et je pense que c'est cette gamme-là qui est toujours à vis, je pense. Alors que la gamme noire, elle est plus à destination des pros, enfin semi-pro et pro. Et ceux-là, ça m'étonne pas qu'il y ait les racks. Bon, moi, là, du coup, là, Patrick vient de me faire dépenser 1 000 € là d'un seul coup. Parce que si je m'achète 4 disques durs de 8 Tera, après, ça vaut 232 € le disque dur WD-RAID+. Ouais. Donc voilà, je pense que je vais le faire parce que je viens de voir, notons que c'est toujours gratuit, les applications Synology, faut pas oublier de le dire, Active Backup for Business, c'est gratos. Notons qu'il existe aussi Active Backup, et là peut-être que Patrick connaît, for Microsoft 365. Alors je ne connais pas, je n'ai pas pu utiliser cette version-là pour l'instant, si tu veux. Donc nous on utilise surtout Active Backup for Business. Juste une parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors a priori, toi tu l'as éteint Guillaume, tu as peut-être raison, mais il existe, je sais pas quel modèle c'est, mais tu as des modèles de Synology qui sont hot swap. C'est-à-dire que tu peux totalement changer de disque, remplacer l'un après l'autre sans pour autant éteindre le NAS, et ça se reconstitue de lui-même. Oui, c'est ça, Patrick. C'est le mien, le noir. Ah, ok, d'accord. Le début des gammes, entre guillemets, on va dire pro, je sais pas. C'est un rack déjà, le 218 Plus est en rack. Ah ouais. Non, tout à fait. Après, pour ce qui est du stockage, il faut pas oublier que le système comme Active Backup te permet de définir combien de sauvegardes tu veux garder.
un mois, 2 mois, enfin, etc. T'es pas obligé de tout garder systématiquement. C'est super puissant, ça. Moi, j'utilise le Active Backup. Alors, sur mon PC à moi, c'est le Hypervolt Backup. Enfin bref, il y en a un, c'est la source et l'autre, c'est la destination. Chez mon père, c'est le Hypervolt Backup qui tourne pour recevoir l'information, et moi, je configure le Hyper Backup. Hyper Backup, voilà, c'est ça, où là, je crée différents, comment ils appellent ça, nouveau, créer, je sais pas quoi, créer une sauvegarde. Donc, je lui dis, voilà, sauvegarde-moi toutes mes données de mon Synology, enfin, toutes les applications installées avec leurs données, ou alors non, que mes photos, telle photo, et je peux mettre des filtres. C'est extrêmement puissant, et comme tu le dis, le calendrier de sauvegarde est monstrueux, quoi. Enfin, quand je dis monstrueux, c'est très paramétrable. Ouais. Petite apothéose finale, parce que bon, et ça je pense qu'il faut en grande partie remercier Windows 10 pour ça, parce que je pense qu'Active Backup n'est pas le seul à remercier, c'est que ce qu'on a voulu tester aussi, parce que bien évidemment parfois quand tu backup une machine de tes clients, ben, c'est l'ordinateur tout entier qui plante. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, encore une fois, vous rappelez-vous, j'ai un backup de mon poste de travail au boulot. Pour vous dire ça, c'est un mini PC desktop Acer. J'ai restauré la sauvegarde de mon mini PC Acer sur un portable Toshiba. D'accord. Il a rebooté. Le temps que Windows 10 retrouve les nouveaux pilotes matériels, il a redémarré à l'exacte configuration de ce que j'avais sur mon poste de travail Acer, et je crois même que mon Office 365 ne s'est même pas désactivé. Ah, ça c'est fort, ça, quand même. Mais ça, ce qui veut dire que quand tu dois changer de matériel, quand tu dois changer de matériel, tu fais ton backup de la vieille machine, tu le balances sur la nouvelle, bim, et c'est reparti. Mais je le répète, ça, n'essayez même pas de faire ça sur Windows 7 ou précédent, parce que ça, je pense pas que ça marchera. Mais ce foutu Windows 10, qui décidément n'arrête pas de nous étonner, a priori, tu changes de bécane, au démarrage, tu sais, la fameuse détection de périphérique, etc. Comme je vous ai dit, j'ai pris la sauvegarde de mon poste de travail Acer, je l'ai foutu sur un portable Toshiba, et encore, bon, ça d'une manière générale, c'est ce qu'on fait souvent chez certains de nos clients, qui ont un portable qui est mort, où on a fait une sauvegarde, on a fait une image du disque, on le restaure cette image sur un autre portable de marques différentes et de modèles différents, et ça marche aussi dans la plus grande majorité des cas. Mais là, en l'occurrence, ici, on parle quand même de 2 ordinateurs de base qui n'avaient plus rien dans le disque et qui ont pu récupérer cette sauvegarde de cette façon-là. Et ça marche très bien. C'est fort, mais ça montre aussi la souplesse de Windows 10. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'Active Backup, de son côté, a un moteur de sauvegarde. Parce que, encore une fois, c'est un backup complet de l'ordinateur, système compris, Windows compris, depuis Windows. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit, je crois qu'on avait parlé avec toi, Guillaume, du fameux utilitaire de Samsung. Samsung Magician. Qui permettait de cloner... non, c'est Data Migration, dans ce cas-là. Qui permettait de cloner ton disque depuis Windows sur un SSD, sans avoir besoin de rebooter. Mais là, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment un backup qui se fait depuis Windows. Donc ça, c'est vraiment... Alors, si vous voulez sauvegarder votre ordi et que vous avez un Synology, ne passez pas à côté de ça, clairement. Ouais, clairement. Ok, merci beaucoup Patrick. Sur Synology, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter, monsieur Patrick? Ou Christophe? Écoute, il y a tellement de choses. Enfin, si tu veux, pour l'instant, c'est vrai que les différentes configurations que j'ai faites chez les clients sont surtout concentrées donc, sur Active Backup, sur Drive, c'est-à-dire tout ce qui est synchro à distance, mais aussi et surtout utilisation d'un NAS comme système de stockage au bureau en local. Parce que c'est vrai qu'après tout le reste, Enfin, il suffit de voir combien d'applications il y a dans le store. Hein. C'est serveur mail, serveur de calendrier. Il y a aussi les protocoles, alors un peu techniques, mais vous avez les protocoles de synchronisation. Ce sont des standards, je crois d'ailleurs, qui est Cardav pour la gestion de synchronisation de calendrier et Caldav pour la synchronisation de contacts. Et bien ça, un Synology... Je crois que c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Attends, Cardav c'est contact et Caldav c'est calendrier. Ouais. Si j'ai dit le contraire tout à l'heure, je m'en excuse. C'est ça, mais c'est pas oui, non mais bon, on avait compris. Voilà, et ben ça par exemple, c'est aussi comment dirais-je, c'est aussi géré par le NAS. Et puis encore une dernière chose, c'est que
parfois, et moi ça nous est arrivé, comment dirais-je, la synchronisation pure à travers un drive peut parfois poser un problème sur certains ordinateurs, ou quand tu as un portable par exemple avec un disque SSD de 250 Go et que tu as un drive qui le dépasse, ça peut poser un problème. Or, il existe un protocole de gestion de tes documents de synchro par streaming, on va dire, que vous appelez le WebDAV, qui te permet de voir physiquement, enfin, de voir les fichiers que tu as sur ton drive sans qu'ils soient stockés physiquement. C'est le protocole WebDAV qui peut le gérer, et ça, c'est inclus aussi dans le Synology. Sur les Syno. Ok. Ouais. En fait, c'est ce qu'on a sur OneDrive, tout simplement. Aujourd'hui, oui, voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas qui est tout stocké, tu as une partie qui reste sur le cloud et qui est téléchargée à la demande. C'est ça. Sauf qu'avec le WebDAV, par contre, le WebDAV, c'est plutôt du streaming permanent, plutôt, je dirais. Ouais, ok, ça va pas dire, ah, tiens, là, cette fois, tu l'as pris, on te le stocke, et puis si tu veux l'enlever, tu le mets en mode Internet uniquement. Voilà. Et d'ailleurs, je discute souvent ça avec mes collègues. Il semble que ils ont du retard, je crois, mais a priori, Synology a annoncé pour la prochaine version de son DSM. DSM, c'est l'OS qui gère les NAS. A priori, pour la prochaine version majeure, on aurait le droit aussi à cette version du drive façon cloud. D'accord. Mais il me semble qu'ils ont un petit peu de retard quand même, parce que c'était annoncé depuis un moment. Alors je sais pas quand est-ce que ça arrivera, ils ont peut-être un peu de soucis à mettre ça en place. Ouais, mais peut-être que ça demande aussi de la puissance côté NAS, parce que tout ce que tu as présenté quand même, c'est un ensemble de fonctionnalités qui doivent finir par être gourmands quand ils se cumulent les uns les autres au niveau puissance. Et alors, les NAS, il faut quand même savoir que c'est pas des machines qui sont des monstres de guerre au niveau hardware. Ouais, tu as raison. Sauf que, je suis de près plus ou moins des NAS quand je dois faire les mises à jour, etc. Et je dois reconnaître que à chaque fois que je vais dans un NAS pendant la journée pour vérifier des choses et d'autres, c'est souvent des NAS de 4 disques minimum, donc une certaine gamme de produits avec une certaine puissance. Mais moi, je suis toujours étonné alors, c'est du cas par cas, encore une fois, mais les cas que moi je connais, les charges CPU sont assez dérisoires. D'accord. J'ai le sentiment que de ce côté-là, Synology maîtrise plutôt bien son sujet, parce que j'ai en tout cas jamais vu de surcharge du processeur. Puis à chaque fois, la charge elle est plutôt raisonnable, hein. Rarement au-dessus de 50%. D'accord. Ouais, parce que moi je sais sur le mien, mais bon, voilà, il est vieux, hein. Si je vais appeler DS Photo, par exemple, je vais monter à 99% d'utilisation de processeur, le temps qu'il me calcule les pages et compagnie. Mais je pense, c'est vrai que j'ai quelques dizaines de milliers de photos aussi, il faut qu'il bosse là-dessus. Après c'est une machine qui est très vieille aussi, je crois que j'ai 256 mégas de RAM, c'est quand même dérisoire maintenant, hein, à ce jour. En processeur, j'ai un truc qui doit être peut-être à 600 ou 800 MHz. Donc on est quand même sur du vieux, quoi. Ceci explique cela, non, tout à fait. Mais c'est une machine qui a quand même 12 ans et qui, pour la majorité des fonctions que j'utilise, alors c'est vrai que tout ce qui est par Internet, je peux pas vu ma connexion pourrie, mais tout ce que j'utilise, ça marche bien. Au niveau backup, au niveau réseau local, c'est top. Moi, je me régale. Hein. Ouais, c'est cool. Voilà, Christophe, tout à l'heure, je crois que tu voulais prendre la parole pour quelque chose, non, par rapport au NAS que tu avais oublié. Des petits trucs qui peuvent être sympas que j'ai pas encore testé, mais que je vois dans le centre de paquet, c'est du chat. Vous pouvez en fait installer une application qui est Synology Chat, qui existe aussi du coup sur smartphone, et donc vous pouvez avoir votre propre messenger privé entre guillemets. Avec notification, hein. Bien évidemment, tant qu'à faire, hein, soyons fous. Donc, c'est clair. Il y a l'application sur smartphone qui existe, Christophe ? Ouais, DS Chat. D'accord. Tout à fait. D'accord. Ouais, et puis vous avez aussi vous avez DS Note. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le OneNote. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai jamais osé l'utiliser parce que j'ai toujours peur d'être déçu des concurrents de OneNote. En fait, a priori, il y a l'application que tu as dans ton Synology, et après, il existe la Synology Note Station qui va être sur ton PC. Donc, tu ne seras pas obligé d'aller sur ton DS Manager. C'est le nom que nous cherchions tout à l'heure, le DSM. Et donc, tu as l'application comme le disque synchro, hein, je vais faire une Synology pourrie. Une similitude avec
avec une analogie, voilà, avec le OneDrive ou le Dropbox. Donc il y a les applications bureautiques pour éviter, ou pour ceux qui n'ont pas accès au manager, hein, à l'OS, de ce qui est logique, hein, tous vos utilisateurs n'ont pas forcément besoin d'avoir les codes de votre compte Synology, quoi, de votre bureau Synology. Mais c'est clair, ils ont leurs identifiants d'utilisateurs et ça suffit. Parce que voilà, on peut justement gérer des utilisateurs avec chacun des droits d'accès à telle ou telle rubrique, telle ou telle application. Donc, telle ou telle partie du disque aussi. Ouais, exactement. Ouais, on peut leur dédier une partie du disque, c'est vraiment chouette. Donc c'est quand même assez puissant. Ouais, très puissant pour le prix. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est quand même un investissement à la base, parce que pour un bon Synology, je pense que maintenant il faut mettre quand même 250 €. Alors en fait, mais là vous avez quand même une bête que vous allez garder un moment. Toi c'est ce que tu as à peu près. Hein, ouais. Il y a des tout petits Synology. Oui voilà, et après il faut rajouter les disques. Voilà, il y a des tout petits Synology, le DS120 qui existe toujours, tu vas le trouver à 115 €, quelque chose comme ça, mais franchement, mais c'est l'équivalent de ce que j'ai, quoi, c'est déjà trop dépassé. Je pense qu'il faut pas le conseiller, c'est vraiment trop dépassé. Il faut partir sur les Synology qui commencent par un 2. Actuellement, c'est les 220, ceux qui sont en vogue. Ouais, mais même, je pense que si tu prends un 218, c'est encore un bon appareil pour c'est ce que j'ai, voilà. Donc, combien il coûte? Faut considérer en TTC en euros à 380 € nus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disque dur. Si vous mettez non, moi je les ai trouvés à moins, Christophe. Hein. Ouais, mais je les ai regardés après le dernier épisode, je les ai trouvés à moins selon la gamme, parce que t'as le 218, le 218 Plus et le 218 Play, chacun avec des fonctionnalités différentes, et moi je les ai trouvés à moins de 300. D'accord, bon bah ça va. Après des disques durs, il faut prendre des bons disques durs. Donc moi je prends souvent des Western Digital, les WD Red. Il y a peut-être d'autres marques, mais j'ai toujours pris ceux-là. Alors dire qu'ils sont bien, c'est faux, parce que en 4 ans j'ai dû les changer quand même. Après ils tournent à 400% du temps, moi. Faut compter 100 € par disque dur de 2 Tera par exemple. Après, oui, alors t'as pris cela. Moi j'ai pris du Seagate Barracuda. Alors c'est Seagate, oui j'allais dire quelle est la marque, c'est Seagate. Je ne les ai changés qu'une fois en 12 ans. Et j'ai pas pris des disques spécifiques NAS, par contre j'avais pris des disques lambda. Donc je les ai payés beaucoup moins cher. Les 3 Tera, je sais pas, à l'époque j'avais dû les payer autour de 100... J'ai dû payer les 160, 170 € les deux. Actuellement un 3 Tera c'est dans les 115 €, là j'ai les prix sous les yeux. 4 ouais mais t'es sur les disques pour NAS toi. Des WD Red Plus. Ouais, mais là t'es sur le haut du panier là quand même. Ah oui, mais c'est pas pour autant que... Oui, c'est des spéciales NAS, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas dû en changer, hein, je te le dis. Et c'est ça, c'est ça. Sur 10 ans. Hein. Des 4 Tera, 135 €, des 6 Tera, on passe à 185 €, mais plus ça va dans le temps, plus tout ça diminue en tarif. Hein. Si vous attendez encore 10 ans pour faire mettre en place votre Synology, bon, bah, ça ira encore mieux. Soit ça n'existera plus du tout, il y aura plus d'informatique, soit vous les payerez vraiment pas cher. Par contre, je suis surpris, là, je vois les caractéristiques, c'est qu'on est encore à 5400 tours par minute. What the fuck? Oui, mais ça dépend des modèles que tu utilises, hein. Ouais, bon, quoique. Il y a quand même beaucoup de disques à plateau qui restent encore à 5400 pour les NAS. C'est dingue. Ouais. Je suis triste. Après, je sais pas, c'est de la donnée lourde. Je sais pas s'il y a besoin de et pourquoi Synology on n'est plus sur SSD, on n'est pas sur SSD? Parce que t'imagines avoir 4 Tera de stockage sur SSD, le prix que ça coûte? Ah ouais. Alors nous, on a des NAS qui servent aussi de sous-système de serveurs à travers des machines virtuelles sous Windows qu'on a équipées avec des SSD. Pour que ça aille beaucoup plus vite après réactif. Au niveau disque, c'est assez intéressant, ce qui est assez original. Nous, on utilise plutôt des Seagate, effectivement, mais c'est pas des Barracuda. Ils sont à peine plus chers d'ailleurs que les Barracuda, c'est les Seagate Iron Wolf. Ouais, d'accord. Qui sont particulièrement dédiés pour les NAS. Si je regarde ici chez moi par rapport à tes Barracuda pour un 4 Tera, on est de l'ordre d'une trentaine d'euros de différence entre les deux à capacité équivalente. Mais là, c'est véritablement des disques durs spécifiquement pour NAS et ils sont à 5900 tours minute. C'est original parce que c'est pas une vitesse qu'on rencontre d'habitude. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je sais. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr que ça n'a pas forcément... Enfin, quand on fait appel à notre cloud, c'est pas non plus des vitesses qui sont exceptionnelles. Mais prochain disque dur, du coup, est-ce que pourrais... Et surtout, on brasse pas non plus des quantités de données astronomiques depuis le smartphone non plus. Hein.
Question. Temps en temps, quelques photos, etc. Je sais pas. J'ai une question. Est-ce que c'est important la marque pour un Synology? Si demain je passe mes 2 Tera à, par exemple, 6 Tera, mais que je passe en Seagate, là je vois, il y a la marque, il y a la Seagate Iron Wolf, qui sont des spéciales NAS, qui sont beaucoup plus chers. Par contre, eux, ils sont à 7200 tours de minute. Et là, du coup, tant qu'à faire, je me dis, professionnellement parlant, je préférerais, soyons geeks. Mais est-ce que je pourrais? Oui. Moi, je pense que oui. Mais je alors, pense que c'est... Oui. Tu vas devoir faire ce que j'ai fait moi. Tu changes un disque, il va faire une copie de l'ancien vers le nouveau. Ça, Guillaume. Oui. Et après, tu vas devoir changer le deuxième. Après, tu changes l'autre, oui. Même en swap s'il le supporte, mais ça, tu peux le faire, oui, bien sûr. T'es obligé de faire ça, bien sûr. Oui, t'es obligé, bien sûr. Non, parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, Patrick m'a interloqué, quoi. Il faut que je fasse des backups complets de ma machine, quoi. Ah ouais, ça me travaille. Pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi? Ouais. Pareil, de mettre un UPS dessus, quoi. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais je suis bête. Oui, j'ai oublié de vous dire. Ah oui, bien sûr, faut qu'on entame ce... J'ai oublié de vous dire, oui, les inconvénients. Bon, quand vous utilisez tout ce qui est du GAFA, en fait, je dis ce mot péjorativement, maintenant, attention. Il y a aussi le fait qu'il y a une maintenance derrière des données que vous leur donnez. Donc des disques durs. Mais quand c'est chez vous, s'il y a une coupure de courant, vous l'avez dans le baba. Sauf si vous avez un onduleur. On va appeler ça un UPS, le terme technique. Merci, c'est ça que je cherchais le mot. Comme mot. Donc un onduleur, on va vous garantir que dès que vous branchez un UPS sur votre Synology, vous pouvez dire à votre Synology, attention, j'ai un UPS, et il va se mettre en mode safe, il va réduire les applications, il va les mettre en veille tout de suite pour s'arrêter proprement. Donc on se met aussi en sécurité on ajoute une sécurité à notre Synology. Donc vous avez justement ce truc là dans les paramètres, dans les panneaux de config de votre bidule. Donc ça c'est intéressant. Et donc c'est pour ça que je vais le faire. Tu pourrais même aller plus loin. Tu pourrais brancher. Alors pour ceux qui savent pas, l'UPS c'est une espèce de batterie géante qui permet de conserver vos appareils alimentés en cas de coupure de courant. Mais tu pourrais imaginer différentes capacités. Voilà, parce que tu pourrais imaginer un UPS un petit peu plus gros, sur lequel tu connecterais à la fois ton Synology et à la fois ton modem Internet sur lequel est connecté le Synology, et garder la connexion intacte même en cas de coupure de courant. En effet. Ça y est, Christophe va changer sa configuration électrique à la maison. Je vais le ruiner, le pauvre, je vais le ruiner, merde. J'ai mal au crâne. Mais oui, non, mais c'est exactement ça en fait, parce que du coup, alors ma petite histoire, c'est que j'étais parti loin de chez moi pendant 15 jours, et puis du coup j'avais mes photos, tout ça, je travaillais à distance, aucun problème, tout va super bien, sauf que pas de bol, il y a une panne de courant, pas de bol, ouf, ma fille était restée à ma maison, donc je dis va rappuyer sur le bouton s'il te plaît. Donc j'avais quand même mon astreinte qui était là. Mais tu l'auras pas toujours. Ben oui, voilà, donc là, purée, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Parce qu'en fait, j'avoue, j'ai un UPS, mais pas pour autre chose, pour les ordinateurs. Et j'ai pas pensé à ça, donc du coup, ma configuration va encore augmenter avec mes capacités disque dur. Je crois que je vais revendre des services bientôt, c'est évident. Et voilà, quoi. Waouh, le boulot, les dépenses, tout ça. Dernière chose que je voudrais gérer, alors sachant que Mono, vous connaissez pas parce que faut être développeur. Mono, c'est une sorte de framework open source du .NET. Existait avant dans les paquets, c'était Synology qui poussait ça. Il existait dans le store de Synology, et il est plus là. Donc, sachant que attention, le store, on peut faire des installations manuelles, donc on passe par le store, on va dire le centre de paquets d'installation. Et vu que tout à l'heure je parlais de développeurs et je pensais à ça, donc on peut aussi installer, je pense on va retrouver, ça doit se trouver, le .NET qu'on puisse embarquer chez soi. Je finis un truc que je voudrais bien configurer et j'ai pas cherché. Bon, il existe des blogs en français, un peu de YouTube en français, pour créer votre propre serveur email. Et là, Patrick, t'avais de l'info là-dessus, toi. T'avais une expérience, justement, pour quelqu'un qui avait qui avait utilisé ça pour du mailing, me semble-t-il. Ouais. Non, après, je connais pas les détails, effectivement, mais en fait, cette personne de par son métier, envoyait un immense nombre de mails en mailing par centaines, voire plus parfois, et il s'est fait rapidement blacklister par différents providers. Et donc ça c'est plutôt, on avait mis en place à travers le Synology
Par contre, là, il avait fallu, je crois, une adresse IP fixe pour que ce soit plus efficace. Oui. C'est obligatoire pour le mail serveur, tu es obligé d'avoir une IP fixe. Voilà. Et donc, à travers un serveur mail, mais ça impliquait qu'il ait son propre nom de domaine, etc., afin d'enregistrer à l'intérieur. Donc là, on est quand même beaucoup plus dans la technique pure. Donc ça. Mais là, je veux dire, je connais pas véritablement les détails, mais oui, ça reste possible. Mais j'ai rien compris parce que dans le Synology Mail Server, donc on a un mail, on a un client mail type OneCube, si vous connaissez, hein. Mais pour paramétrer votre Synology Server, il faut maîtriser un petit peu les noms d'hôtes, les FQDN, ça me parle pas du tout, les SMTP OK, les SMTP SSL, TLS, les POP, vous activez ou pas vos POP, c'est très complet. Il y a des listes noires. En fait, vous gérez vous-même. Vous êtes le patron au niveau de la sécurité. Vous avez là après, ça va peut-être parler à certains. Moi, ça me parle pas, mais vous paramétrez les systèmes SPF de validation de courrier entrant, les DKIM, je sais pas comment il dit ça, les DKIM, qui permet de déclarer des clés privées publiques par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment du jargon. Je pense que là, si vous avez pas de tuto sous la main, c'est pas la peine. C'est très spécifique. Ouais, c'est très spécifique. Je t'en ai mis un tuto. J'avais déjà j'avais déjà utilisé des tutos de ce gars, donc je te le mets parce qu'il est sûrement relativement de bonne qualité. Voilà. Après, si tu veux essayer, mais je veux vraiment tu pourras faire un retour à nos auditeurs. Je l'ai mis là, dans notre chat. Là. Ah bah ça sera pour la prochaine fois. Peut-être qu'on fera un troisième épisode. Mais je pense qu'on a d'autres sujets à traiter encore sur cette souveraineté numérique, cette repossession de nos données personnelles. Mais je pense que là, on a quand même fait un bon coup de pub à Synology. C'est bête qu'on n'ait pas quand même créé de partenariat avec eux. Bah écoute, alors après c'est des bons produits. Maintenant, c'est quoi la concurrence, hein? Elle est où la concurrence? Levez vos mains. C'est vrai que en fait, c'est pas grand monde. Il y a QNAP, par exemple, mais je sais pas si en matière de software, c'est pas aussi riche en fonctionnalités. Mais voilà, c'est ça. Voilà, Christophe, Patrick, je pense qu'on a quand même fait le tour de ce qu'on voulait voir ce soir. On a bien brossé le tableau, en effet. Ouais. Bon, alors, comme vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on va pouvoir projeter déjà un prochain épisode avec déjà des points de départ. Donc, il y a ce mail serveur, peut-être que Christophe, tu pourras t'amuser à le mettre en place. Ouais. À moins essayer. Et on pourra peut-être parler également, moi je pensais, de moteurs de recherche et d'extensions sur nos navigateurs web, et peut-être pourquoi pas de navigateurs web aussi. Hein. Ça pourrait être sympa de rajouter ces petits éléments-là. Pareil, parfait. Mais écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme l'a dit Patrick tout à l'heure, si vous avez besoin de poser des questions, d'échanger avec nous sur l'utilisation de ces NAS, ou si vous avez besoin d'aide pour installer certaines fonctionnalités du NAS, n'hésitez pas à nous contacter sur le Slack. Donc pour venir sur le Slack de Lifestyle, c'est très simple, vous envoyez d'abord un mail à contact@lifestyle.fr, on vous invite et vous pouvez accéder à notre Slack. Donc pour poser les questions, ça sera dans le channel matériel, forcément, on parle de hardware ici, donc je pense que ça sera le bon endroit pour en parler. Voilà, bon, mais n'hésitez pas à partager cet épisode sur les différents réseaux, même si ce sont des réseaux publics, Christophe, on a besoin un petit peu de visibilité, malgré tout. Oui, mais bon. Mais choisissez vos réseaux préférés, peut-être ne vous éparpillez pas trop, donc choisissez Twitter, YouTube, Facebook... Et faites attention à ce que vous déposez comme données personnelles dessus. C'est ça en fait. Encore merci Christophe, merci Patrick d'avoir été là ce soir pour qu'on échange autour de ces Synology, de ces NAS. Et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un épisode 195 qui sera beaucoup plus ordinaire, où on parlera un peu plus d'actu. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ciao tout le monde. Au revoir.